Le coup de tocsin. Le coup de tocsin d'Éric Denessé, spécialiste du renseignement, d'intelligence économique, directeur du CFDR et le Centre français de recherche sur le renseignement. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Et beaucoup d'actualités aujourd'hui, deux conflits en Asie, enfin c'est la question qui se pose en tout cas, deux espaces qui sont aujourd'hui au bord de la guerre, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. On commence par ces tensions qu'on a vues naître, enfin en tout cas s'intensifier entre l'Inde et le Pakistan. Oui, parce que des deux conflits, c'est celui qui présente aujourd'hui le plus de risques, le plus de risques d'exploser. Il faut rappeler que les tensions sont croissantes depuis le 22 avril dernier, où il y a eu 26 morts au Cachemire, œuvre d'un groupe terroriste pakistanais. New Delhi, bien sûr, a imputé immédiatement la responsabilité de ces actes à Islamabad. Accusation que, bien sûr, le Pakistan a jugée infondée. Il faut rappeler aujourd'hui que l'Inde, qui est sous la direction d'un gouvernement très nationaliste, celui de Modi, c'est un pays qui est devenu très anti-musulman et pourtant il compte 200 millions de musulmans Oui. parmi sa population qui fait 1,4 milliard. Mais il est aussi assez anti-chrétien, il faut le dire. Donc c'est très très nationaliste. Et l'Inde aujourd'hui est excédée et semble prête à réagir. Et les deux pays sont vraiment deux puissances nucléaires et le monde retient son souffle parce qu'on est on est au bord du conflit. Ah oui, là ça pourrait être très grave. Et alors côté Pakistan? Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que si l'Inde est nationaliste, on a affaire avec le Pakistan à un régime qui est très, très islamiste, et on l'oublie parfois. Depuis le début des années 80, au moment de l'invasion soviétique, le Pakistan a développé son soutien d'abord aux Afghans, puis aux talibans, puis à des tas de groupes terroristes très islamistes dans la région. Et l'ensemble de ces groupes s'en prennent régulièrement sur le territoire national aux chiites, énormément d'ailleurs, ainsi qu'aux chrétiens. Et il faut rappeler que les services secrets pakistanais sont devenus des spécialistes de cette guerre par procuration et qu'ils soutiennent notamment le LET, qui est le Lashkar-e-Taiba, qui est responsable des attentats du Cachemire. Et surtout à Bombay, il faut rappeler qu'il y a eu des attentats terribles à Bombay en 2006, en 2008, 175 morts, en 2011, et puis les événements récents au Cachemire qui sont très, très préoccupants. Alors, on observe que les échanges de tirs se poursuivent maintenant depuis une semaine entre militaires indiens et pakistanais. Ça reste relativement limité, ce sont des échanges de tirs d'armes légères, mais Modi, le Premier ministre indien, aurait donné son accord à une opération militaire, selon les Pakistanais, mais c'est assez plausible, une opération de représailles. Et Islamabad avait répondu il y a quelques jours que toute frappe sur son territoire entraînerait une riposte absolument immédiate. Oui. Alors comment, Alors, comment on comprend ça, en tout cas côté occidental? D'abord, quels sont peut-être les tenants, enfin les dessous de cette crise? Parce qu'on imagine bien que c'est suite à l'attaque au Cachemire, comme vous l'avez rappelé, mais il y a forcément d'autres raisons plus profondes. oui, alors il y en a trois. On a vu la première, c'est le côté indien qui est totalement excédé, qui a envie de mettre un terme à ces provocations régulières des Pakistanais. Mais côté pakistanais, il n'est pas du tout impossible, certains éléments permettent de le penser, que le gouvernement qui est dirigé par les militaires directement ou indirectement est dans une situation extrêmement difficile. Le pays est de plus en plus divisé et donc une crise comme celle-ci lui permet de faire passer au second plan les problèmes internes. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et puis, d'autre part, même s'il n'y a pas de provocation au sens propre, un certain nombre d'analystes pensent que cette crise sert aussi les Occidentaux, parce que c'est la première fois depuis que les BRICS existent et sont montés en puissance de manière majeure, qu'une division profonde existe entre eux. Il faut rappeler que l'Inde et le Pakistan sont à la fois deux pays importants des BRICS, qu'ils sont membres de l'organisation de Shanghai également. Et donc, ce risque de conflit, pour l'instant, n'est pas nécessairement vu d'un mauvais œil par les Occidentaux, parce que ça ralentit le développement des BRICS et ça fait le jeu d'Occident d'une certaine manière. Donc il faut être prudent sur cette seconde option, mais en tout cas, il faut aussi la prendre en compte. D'accord, oui, c'est intéressant en effet que ça puisse en tout cas servir les intérêts de l'Occident indirectement. Alors allons sur l'autre conflit, Israël, Yémen, Iran et Alors, États-Unis bien sûr. voilà, celui-ci est bien sûr déjà ouvert, même s'il reste encore limité. À mon sens, il a moindre chance d'exploser à court terme parce que son impact sur la région serait majeur. On voit que les Houthis poursuivent leur frappe sur Israël. Ils ont réussi à atteindre l'aéroport Ben Gourion ce week-end. Ils ont percé le fameux dôme des fers de l'État hébreu, ce qu'il faut préciser. Il faut surtout dire qu'en dépit des très nombreuses frappes américaines et britanniques, les Houthis ne ralentissent pas leur action contre Israël, pas plus qu'en mer Rouge. D'ailleurs, une
de leur frappe a obligé un porte-avions américain à faire une manœuvre d'évitement assez brusque et les Américains ont versé un avion de l'aéronaval à la mer. Ils ont perdu 60 millions de dollars avec un seul appareil, tout ça pour échapper à des missiles qui valent quelques dizaines de milliers de dollars. Les Israéliens, bien sûr, sont excédés. Cette nuit, ils ont fait des frappes au Yémen et ils poussent, bien sûr, sans cesse les États-Unis à, cette fois, s'en prendre à l'Iran, qu'ils considèrent comme le parrain des Houthis et responsable des frappes qui arrivent sur leur territoire. Hmm. Alors, les Américains, eux, ne sont pas favorables à une telle option. On se souvient que début avril, lorsque Netanyahou est allé à la Maison-Blanche rencontrer Donald Trump, il était reparti assez dépité parce que Trump lui avait dit qu'il n'y aurait pas d'action contre l'Iran à court terme. Et c'est ce que voulait le Premier ministre israélien, c'est-à-dire, après avoir détruit les Palestiniens de Gaza, s'en prendre à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères turc également, Hakan Fidan, qui est en plus l'ancien patron des services secrets turcs, a déclaré que son pays était opposé à toute l'idée d'une agression américano-israélienne contre l'Iran, qui ne tolérerait pas ce genre de dérive et que cela mettrait la région à feu et à sang. Et les pays du Golfe également, qui sont en première ligne, ne souhaitent pas non plus qu'il y ait de conflit. Ah oui, ça freine quand même un peu le conflit. On l'a compris. Alors, si. Oui, on se demande quand même s'il n'y a pas une tentative de révolution colorée pour déstabiliser ce régime. Vous pensez quoi de cette analyse? Oui, ben c'est un des risques, une des réactions du guide suprême Khamenei. Finalement, les Iraniens ne craignent pas tant une option militaire, une action militaire contre eux, parce que c'est un État qui n'est pas faible, il a des faiblesses, mais c'est un État qui n'est pas faible. On voit que s'il y a des tirs de missiles, eh bien, ils passeront à travers le dôme de fer israélien. Donc, les Israéliens eux-mêmes savent que ce sera quelque chose qui sera probablement très douloureux. En revanche, la principale crainte du gouvernement iranien actuel, c'est effectivement une révolution colorée pour le renverser. Alors, il faut rappeler que les négociations ont repris entre Washington et Téhéran. On vient de terminer le troisième round de négociations. Il est difficile de savoir si elles avancent vraiment concrètement. Les discussions devraient reprendre ces jours-ci. Peut-être ont-elles repris hier. Je n'arrive pas à bien savoir. Mais c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et Ouais. pour revenir sur les capacités de nuisance de l'Iran, on sait très bien que s'il y avait des frappes sur l'Iran, ce serait extrêmement coûteux pour les forces américaines. Et les Iraniens ont une capacité de riposte avec leur programme balistique, mais aussi avec leurs drones. Leur programme de drone est très avancé. Ils en fournissent beaucoup aux Russes d'ailleurs. Et là, on serait dans un conflit qui serait extrêmement généralisé sur tout le Moyen-Orient. Raison pour laquelle il a, à mon sens, moins de chances d'exploser vu le nombre d'acteurs qui ne le souhaitent pas. Oui, ouais, ça, on l'a compris. Et si on remet le focus plus côté Israël et Israël-Gaza, quelle est la situation? Oui, alors quand on se polarise sur ces deux conflits, il ne faut pas oublier le troisième, qui est l'immédiat entourage de l'État hébreu. Israël poursuit ses opérations à Gaza et ciblant toujours, sans scrupule, il faut le répéter, la population civile. Ouais. Entre 40 et 50 000 morts à minima, dont 60% d'enfants. C'est quelque chose d'inqualifiable. La famine s'installe, la situation humanitaire est catastrophique. Et Tsahal, de son côté, a perdu 400 hommes dans le conflit. Donc on voit la disproportion, Bien sûr. encore une fois, et même si on la rapporte au massacre tout aussi inqualifiable du 7 octobre. Avant-hier, pardon, Tel Aviv a rappelé des dizaines de milliers de réservistes pour accroître ses opérations. Et hier, ou cette nuit, Netanyahou et son cabinet parlent maintenant d'une reconquête de Gaza, du départ de tous les Palestiniens, en faisant référence à l'idée de Trump d'en Oui. faire un espace balnéaire. Alors, il faut mettre aussi en parallèle ça avec l'opération que mène depuis quelques jours Israël en Syrie. Ils ont frappé une vingtaine de sites militaires jusque dans l'environnement du palais présidentiel à Damas. Et leur objectif, c'est de défendre les Druzes qui, eux, sont placés sous leur protection et sont menacés, tenez-vous bien, en tant que communauté ethnique par le régime d'Al-Shara. Alors, tant mieux pour les Druzes si on les sauve, c'est bien évident, mais c'est quand même un paradoxe et une Oui. hypocrisie totale de la part d'Israël qui défend une communauté druze alors qu'elle se livre à des massacres à Gaza et qui en plus en profite pour étendre son occupation sur le sud de la Syrie. Ça, je pense qu'il faut le dénoncer. Ouais. Par contre, il faut aussi le dire, parce que c'est important, si on a d'un côté affaire à un régime extrémiste, quasiment fasciste avec Netanyahou et son cabinet, on a en face une
partie importante de la population israélienne qui, même si elle reste minoritaire électoralement, critique tous azimuts la politique belliciste de Netanyahou. Au cours de la seconde moitié du mois d'avril, la contestation s'est encore accrue. Alors, d'abord autour de Gaza et des otages, des militaires des trois armes, des anciens directeurs et d'anciens membres des services de renseignement s'opposent de plus en plus ouvertement à Netanyahou. Et puis, surtout, fin avril, des officiers de l'armée de l'air se sont affirmés être opposés à des frappes contre l'Iran et se sont dit prêts retenez-vous bien, à révéler des plans en préparation si Israël s'obstinait. Alors, je peux m'empêcher de penser que si l'armée française faisait de la même chose par rapport à ce que nous prévoit d'envoyer des troupes en Ukraine, ce serait une très bonne chose. Oui, mais c'est quand même très très fort, comme vous le dites, hein, quand même, des officiers de l'armée de l'air qui sont prêts à révéler les plans. J'imagine qu'il doit être désormais mis sous pression, mais ça prouve l'importance, quand même, comme vous l'avez dit, de l'opposition au sein même de l'armée contre cette politique belliciste. Et un dernier point peut-être sur l'Arabie Saoudite. Oui, alors c'est à titre anecdotique, même si c'est quelque chose d'assez rébarbatif. Selon Reuters, l'Arabie Saoudite a exécuté 330 personnes en 2024, peine de mort, en dépit de. Alors c'est un nombre record d'abord, en dépit des promesses qu'avait fait Ben Salman en disant qu'ils allaient ralentir les exécutions, notamment des exécutions publiques. Depuis début 2025, on en est déjà à 100 personnes qui ont été exécutées, Oui. pour l'essentiel sur des affaires de drogue. Mais voilà encore un État que soutient l'Occident et qui Oui. finalement s'éloigne de plus en plus de nos, comment dire, de nos Nos valeurs. valeurs. Oui, merci beaucoup Éric Denessé pour ces rappels fondamentaux. Et je rappelle moi que vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci encore Éric Denessé. Merci. Merci à vous tous chers amis. Nous sommes amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.